Aujourd'hui, on est dans une phase de médiatisation depuis, on va dire, 3 à 5 ans. Vous avez tous entendu parler du déclin en fait, des populations d'insectes en Allemagne, donc sur les 30 dernières années. Donc on estime qu'à peu près, on va dire, les 3/4 des insectes volants ont disparu. En fait, on se doute aujourd'hui que c'est plus important, et surtout c'est pas limité à l'Allemagne, à des champs en fait qui sont exploités par l'agriculture intensive, etc. Mais il y a eu d'autres études, vous le voyez en dessous, donc il y a une petite étude enfin une grosse étude même, qui est sortie cette année, qui montre que c'est généralisé à l'échelle mondiale. Donc c'est pas seulement dans les pays industrialisés, c'est pas seulement en Allemagne, c'est pas seulement dans des endroits un peu... Là, oui, vous voyez pas trop bien en dessous, c'est ça? Ouais. Enfin, c'est 2 articles en fait, hein, mais c'est pas très grave, c'est une illustration comme ça, je vous en parle à l'oral. Donc en fait, la première étude en haut vous montre que 75% en fait, des insectes volants en Allemagne ont disparu en 30 ans, 75% de la biomasse, c'est-à-dire de la quantité, si on pèse en fait les insectes sur une balance. Hein. Et la deuxième revue en dessous montre que cet état de fait est généralisable à l'ensemble de la planète. Alors pas seulement les pays industrialisés du Nord, c'est le cas en Afrique, c'est le cas en Chine, c'est le cas en Australie. Donc c'est un déclin massif, sans précédent, sans doute, dans l'histoire de l'humanité, et extrêmement inquiétant. Ça, vous en avez entendu parler dans les journaux. Il y a un article qui est sorti hier dans Science, et donc il y a eu un impact, enfin peut-être certains d'entre vous l'ont vu dans Le Monde ou sur le Huffington Post ou sur d'autres médias. Il y a une étude qui a montré en fait que depuis 40 ans, il y a un déclin de 50 à 90% de l'avifaune, donc des oiseaux, selon les espèces, en Amérique du Nord. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus tard. À mettre en parallèle l'étude qui a été faite aussi, mais là en Europe, oui, mais y compris en France, qui montre que plus de 30% des oiseaux, surtout des oiseaux qui vivent en milieu, qui fréquentent le milieu rural, le milieu agricole, ont disparu là en l'espace d'une trentaine d'années. Et en fait, la fameuse étude à laquelle tu fais référence, qui a eu effectivement plus d'impact médiatique que celle-ci, qui date d'hier, hein, la publication date d'hier, cette étude, en fait, elle a été faite sur des données, en particulier des données collaboratives, et on estime qu'elle est biaisée vers le haut, enfin vers le bas, en termes d'effondrement. C'est-à-dire qu'en gros, l'effondrement est beaucoup plus important que ce qui était dit dans cette étude préliminaire, puisque celle-ci, qui fait appel à des mégadonnées, à des capteurs, à des études de satellites, en fait, des corridors de migration, montre vraiment une image. En fait, en gros, il y a, on estime, 3 milliards d'oiseaux qui ont disparu en 30 ans, 40 ans en Amérique du Nord. Voilà. 3 milliards, à l'échelle des oiseaux, ça peut paraître peu, puisqu'il y a quand même l'avifaune en général, il y a des populations assez importantes, mais ça représente 90% des hirondelles, par exemple. Voilà. Donc ce sont des chiffres alarmants, extrêmement inquiétants, et qui sont concentrés évidemment dans les zones agricoles, mais pas que en fait. Donc en Amérique du Nord, vous verrez, je vous montrerai une carte, en fait, il n'y a pas que dans les plaines du Middle West. Hein. Pour illustrer ça aussi, j'étais hier à la réserve de la Mazière, la réserve naturelle donc à côté de Tonins, où ils font du bagage. Moi je baguais là-bas il y a une trentaine d'années. En ce moment, ils sont à peu près à 120 captures par jour. Il y a 30 ans de ça, on était aux environs de 400 captures par jour. Oui, puis en fait, l'étude en France, elle a été faite par rapport aux données que certaines personnes mettent sur Faune Aquitaine. C'est ce que je disais, c'est une étude collaborative. C'est pour ça que le biais, il est optimiste. Oui. Voilà. Donc, en plus, les méthodes statistiques font que le biais était plutôt optimiste. Alors, c'est un petit aparté. Pourquoi est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, cette problématique est venue après le réchauffement climatique? C'est parce que c'est beaucoup plus complexe. Bon, la vie, c'est quand même un phénomène qui est... la biologie, de manière générale, a toujours été à la traîne en fait, des autres sciences, puisqu'elle étudie des choses qui sont compliquées à l'échelle individuelle, qui sont compliquées à l'échelle collective, qui sont compliquées à l'échelle planétaire. Et donc, globalement, les chercheurs ont toujours été sur la retenue avant d'annoncer le désastre. C'est une des raisons pour laquelle, aujourd'hui, il y a une accumulation spectaculaire de publications scientifiques de grande qualité sur l'effondrement biologique. C'est parce qu'aujourd'hui, on a d'énormes moyens en fait, d'analyse.
C'est-à-dire qu'en gros, entre le génome d'un côté, les capteurs qu'on a de l'autre, les méthodes d'analyse informatique et de modélisation, on sait aujourd'hui qu'on peut dire avec une certaine confiance qu'on est dans une 6e extinction en masse. Vous savez que la Terre a connu plusieurs extinctions. La plus connue, c'est celle du Crétacé-Jurassique, donc celle des dinosaures, hein, qui avait déjà commencé à décliner à partir d'il y a 75 millions d'années. Mais il y a eu un effondrement brutal suite à un événement catastrophique. Ça semble relativement certain, mais en fait, ça a été sur un terrain fragile. Il se trouve que les dinosaures ont exploité des niches écologiques, ont exploité en fait tout un écosystème jusqu'à en fait saturation, et que il y avait déjà des extinctions un peu plus accélérées juste avant l'arrivée d'une météorite sur la Terre, et qui ont précipité en fait l'extinction massive de ces espèces. Donc c'est la plus connue, mais ça n'a pas été la plus importante, puisqu'elle a mis fin à peu près à 75-80% de la faune terrestre, la faune et la flore terrestre. Mais il y a 2 milliards d'années, il y a eu une extinction en fait, qui a concerné des espèces beaucoup plus primitives, de bactéries, d'algues microscopiques, etc. Et qui a anéanti 99% de la vie sur Terre. Et on est passé pas très loin en fait, parce qu'il y a eu en fait, c'est l'époque de l'explosion de l'oxygène sur la Terre. Donc il y a eu un stress oxydatif. En fait, en gros, les espèces ont été oxydées, donc elles ont été rouillées quoi, en quelque sorte. Et elles ont été détruites par l'arrivée massive d'oxygène. Donc on a bien failli ne jamais voir le jour, parce qu'il y a 2 milliards d'années, il y a eu juste quelques petites algues et quelques petites bactéries qui ont survécu. Et ensuite, il y en a eu plusieurs qui ont permis à chaque fois de grands groupes d'émerger. L'extinction des dinosaures, ça a été la porte ouverte pour les mammifères et les oiseaux, ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Sans l'extinction des dinosaures, on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. Donc on peut toujours se dire qu'il y a une chance à chaque extinction en masse, mais quand on est dans une extinction en masse que l'on provoque soi-même et qu'on risque d'y laisser des plumes, c'est un peu gênant. Voilà. Aujourd'hui, voici à peu près une illustration assez simple en fait, du stade où on en est. En gros, vous avez ici l'extinction du Crétacé, celle des dinosaures. Ça, c'est le pourcentage d'espèces en fait, qui ont été touchées, qui ont été exterminées en fait, par l'extinction en masse. Là, les 100%, voilà. Le Crétacé, vous voyez, c'est un peu moins de 80. Il y a des extinctions antérieures qui ont été plus brutales, celle du Dévonien qui a été un peu moins brutale. Nous, on est sur le chemin, ici on est à peu près là. Et en fait, les modèles prévoient qu'on va se rapprocher en fait, de celle du Crétacé d'ici dans moins de 100 ans, on va dire. Hein. Mais à mon avis, ça risque d'être beaucoup plus rapide si on fait rien. Donc, extinction en masse, ça veut dire, vous savez qu'il y a quelques millions d'espèces sur Terre, donc on estime entre 7 et 8 millions. On va dire, je dirais, entre 4 et 10 millions, pour être plus consensuel sur les estimations. À l'échelle de 15-20 ans, il y a 1 million d'espèces qui sont menacées. Aujourd'hui, il y a 1 million d'espèces sur Terre qui sont à un stade tel que n'importe quel emballement peut les emporter dans les 20 ans. Donc vous voyez, ça fait une proportion quand même significative de... 10%. Voilà. En fait, comment on peut... donc, ouais, en fait, en gros, depuis 20-30 ans, les chercheurs se posent la question, est-ce qu'on est entré dans la 6e extinction en masse, est-ce qu'on n'est pas entré dans la 6e extinction en masse? En fait, c'est une question qui est difficile à trancher. Donc il y a des chercheurs comme Ceballos ou Paul Ehrlich, dont je vais vous reparler un peu plus tard, qui estiment qu'on est entré depuis le néolithique, en fait. Donc depuis il y a 8-10 000 ans, hein, qu'on a commencé à bien esquinter la vie sur Terre. Et d'autres, les plus optimistes, qui estiment qu'on n'y est pas encore. En fait, en gros, on est sur le chemin, et à nous de savoir si on veut s'arrêter avant ou pas. Mais il y a des études qui se sont accumulées depuis 3 ans, qui montrent qu'il y a une phase d'emballement. Donc on est à peu près... Alors là, les chiffres dont je vais vous parler à partir de maintenant, ce sont des modèles qui font appel à des données qui sont très bonnes, mais qui ne sont pas hyper complètes. Hein. Donc il faut prendre ces chiffres-là avec un ordre de grandeur. Une publication de l'an dernier montre
que la moitié de la vie sur Terre a été détruite par l'homme depuis 50 à 100 000 ans. La moitié, alors quand je vous dis la moitié de la vie sur Terre, ça veut dire la moitié de la masse de vie. Donc vous imaginez qu'une masse de baleines ou une masse de fourmis, ça ne représente pas la même chose. Donc il faut exterminer des milliards de fourmis pour arriver à une masse de baleines. Mais en gros, en termes de quantité de vie, de masse, végétale et animale, eh bien, on estime que depuis 100 à 150 000 ans, l'homme a fichu en l'air en fait la moitié de la vie sur Terre. Donc c'est déjà un gros chiffre. Ça ne représente pas la moitié des espèces. Comprenez le... En fait, en gros, on a exterminé des populations, on a exterminé des espèces, mais on n'est pas venu à bout en fait de l'ensemble des espèces. Par exemple, on a exterminé la baleine grise dans l'Atlantique et dans la Méditerranée. Ça représente une grosse biomasse, mais on n'a pas mis fin à l'espèce baleine grise qui existe encore dans le Pacifique. En revanche, on a exterminé le mammouth, et lui, à l'échelle de tous les continents. Ça représente une grosse biomasse. Vous voyez ? Et on a exterminé plus de biomasse côté baleine grise que côté mammouth, alors qu'on a exterminé une espèce de notre côté. C'était pour vous parler un peu de la complexité en fait de ce dont on parle. Quand on parle d'extinction, il y a aussi des extinctions de populations, comme je viens de vous dire, par rapport à la baleine grise, des extinctions d'espèces comme dans le cas du mammouth, comme dans le cas du dodo, du pigeon migrateur qui a été quelque chose d'assez spectaculaire. Au XIXe siècle, il y avait sans doute 10 milliards de pigeons migrateurs qui migraient dans les corridors migratoires de la plaine des grandes plaines américaines. Eh bien, en l'espace de 30 ans à peu près, le pigeon migrateur a été exterminé par l'homme. Et on sait pertinemment qu'il a été exterminé par l'homme, puisqu'il y avait des collections de crânes, de machins, etc. Il y avait des... moi, je me souviens, quand j'étais gamin, quand j'ai lu une histoire qui était relatée dans un journal américain, il y avait eu un concours de tir aux pigeons migrateurs. C'était au nord de la Louisiane, dans le Mississippi. Eh bien, un type avait tué d'un coup de fusil 327 pigeons migrateurs. Ça fait rêver les chasseurs à palombe. Hein. Et en fait, en 30 ans, ces 10 milliards ont été exterminés. Alors, attention, hein, il n'y en a pas 10 milliards qui ont été exterminés à coup de fusil. Il y en a beaucoup, mais en fait, il y a des phénomènes d'amplification qui font que, à partir du moment où il y a de moins en moins de densité, il y a de moins en moins de possibilités pour des reproducteurs de se trouver. Donc, ce qu'on appelle l'effet Halley en écologie. Et en fait, grosso modo, plus on sabre en fait dans la population d'une espèce, plus il y a accélération en fait de l'extinction par ce genre de phénomène. Pour ce qui concerne, alors je vais revenir sur cet article d'hier parce qu'il est intéressant. Il est intéressant parce que c'est des choses qu'on soupçonne depuis longtemps, mais il fait appel à des méthodologies qui aujourd'hui nous montrent leur puissance. C'est-à-dire que il y a 20 ans, moi quand je faisais des conférences, on me disait mais t'es pas sûr de tes résultats, il y a trois études qui se battent en duel, c'est sur une petite zone géographique, en gros circuler il n'y a rien à voir. Sauf que si on était intervenu il y a 20 ans, peut-être qu'on serait allé moins vite vers la catastrophe. Là, non seulement c'est des comptages par des comptages en fait de naturalistes, des caméras, des capteurs et de la télédétection par satellite. Et donc les chercheurs sont arrivés à la conclusion qu'on a un déclin de l'ordre de 3 milliards d'individus, en fait, vous le voyez ici, donc entre 1970 et 2010, que ce déclin concerne l'ensemble des zones en fait, du continent nord-américain. En fait, vous avez autant, ici évidemment, ce qu'on pouvait attendre, c'est que dans toutes les zones de plaine, on a un déclin massif. Donc l'agriculture, évidemment, on peut toujours dire ça au départ, mais on a aussi un déclin massif dans les forêts boréales, et aussi dans les forêts ici tempérées. Et par contre, il y a quelques zones, comme les zones humides, où il y a une légère augmentation. Alors il faut vous dire que là, il y a 3 milliards de déclin, mais l'augmentation, elle est de 100 ou 200 millions. En gros, on est à un facteur 1 pour 10, donc on peut être content de l'augmentation dans les zones humides, mais en gros, ça ne compense pas le reste. Donc, qu'est-ce qu'il faut, en fait, tirer comme conclusion de ça? C'est que, oui, l'agriculture est un facteur majeur, mais tous les écosystèmes sont connectés. En gros, beaucoup d'oiseaux sont migrateurs, donc ils vont migrer entre des zones d'agriculture et des zones boréales où ils vont en été s'alimenter, etc. Et revenir ensuite pendant leur migration. Donc
tout ce qui touche un écosystème vient toucher en effet domino les autres écosystèmes. Et c'est valable sur Terre, et c'est valable aussi dans la connexion entre le milieu marin et le milieu terrestre. Vous me dites si c'est un peu trop rapide. Un exemple pour les populations d'hirondelles que l'on voit ici chuter, enfin tout le monde voit bien qu'il y a de moins en moins d'hirondelles. Alors c'est vrai qu'il y a un impact lié à l'agriculture, aux insecticides, mais on reviendra peut-être dessus. Mais c'est surtout, enfin c'est aussi lié aux grandes sécheresses qui existent au niveau du Sahel et au niveau des grandes plaines africaines, où les hirondelles partaient justement passer l'hiver là-bas, trouvaient des zones humides, trouvaient de quoi se nourrir, et là, quand elles arrivent là-bas, elles n'ont plus rien. Donc la plupart d'entre elles meurent au retour des migrations, ou sur place parce qu'elles n'ont plus